Relationnellement Vôtre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Hello, bienvenue sur ce 59e épisode de Relationnellement Vôtre. Tout d'abord, que vous souhaitez pour cette nouvelle année ? Je vais passer mon tour niveau originalité et tout simplement vous partager une phrase que j'ai trouvée tellement belle. Que les larmes que vous avez versées en 2023 viennent arroser et faire germer les graines que vous sèmerez en 2024. Je ne sais pas dans quel domaine vous avez souffert en 2023, que ce soit la santé, les relations, le travail, les finances. Eh bien, qu'en cette année 2024, vous puissiez y vivre de la joie, de la paix, de l'amour, de la réussite. Et s'il y a des témoignages à partager, eh bien, sachez que j'en suis friande, donc vous pouvez y aller sans modération. Alors, cette semaine, on se retrouve pour un récap des clés partagées dans les différents épisodes sur les émotions, sachant qu'il y a eu l'épisode 56 dans lequel je vous expliquais ce que sont les émotions et comment les identifier. Puis il y a eu le 13e numéro de Parlons Relations, Parlons Vrai où 4 invités vous ont partagé leurs réflexions et leurs tips sur les manières de gérer les émotions intenses. Il y a aussi eu l'intervention d'Emeline, neuropsychologue, dans l'épisode 57. Elle nous a expliqué ce qui se passe dans notre cerveau quand une émotion nous submerge et en quoi cela interfère avec nos capacités de réflexion, de raisonnement et de prise de décision. Ensuite, il y a eu le 9e épisode de Questions de connexion dans lequel on retrouve un apport spirituel dans les manières de gérer nos émotions. Puis il y a eu l'épisode 58 dans lequel je vous partage quelques explications sur l'empathie et ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas. Et pour finir, il y a eu le 14e numéro de Parlons Relations, Parlons Vrai sur l'empathie et la gestion des émotions lorsque nous nous mettons en empathie avec une autre personne. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire un grand merci à celles et ceux qui ont contribué à apporter un contenu d'une telle qualité à travers ces différents épisodes et émissions. Merci encore. Dans l'épisode de cette semaine, je ne vais faire que ressortir les clés partagées concernant la gestion des émotions, la régulation des émotions, et j'en ajouterai quelques-unes que vous retrouverez en toute fin d'épisode. Même s'il y a ce récapitulatif, je ne peux que vous encourager à écouter et réécouter les épisodes cités, car les explications développées et surtout les témoignages partagés sont vraiment d'une grande richesse. Bien sûr, l'utilisation de ces clés est à replacer dans votre contexte personnel et il est donc nécessaire de les modifier, de les adapter à vous, en fonction de qui vous êtes, en fonction des situations vécues et des émotions ressenties, bien sûr. Quand on parle de gestion des émotions, on veut parler des manières de les réguler afin de trouver ou retrouver un certain calme intérieur, une certaine neutralité émotionnelle, si je puis m'exprimer ainsi. Et avant même de pouvoir identifier et réguler l'émotion, il y a une chose essentielle qui est de la vivre, de la ressentir et donc d'écouter ce qui se passe en nous. Bien souvent, nous avons peur de nous retrouver face à nos émotions car c'est l'expression de notre vulnérabilité. Mais rappelons-nous qu'être vulnérable ne veut pas dire être faible, ça veut simplement dire être humain. Et puis il y a aussi cette fâcheuse tendance à vivre sans prendre le temps de, et on peut mettre ce qu'on veut derrière. Du coup, accepter de vivre nos émotions, c'est aussi accepter de se poser quelques secondes. Oui, je dis bien quelques secondes, parce que ça ne nécessite pas forcément beaucoup plus de temps pour simplement écouter ce qui se passe en nous. Alors je vous l'accorde, s'autoriser à laisser sortir nos émotions, oser la vulnérabilité, c'est plus facile à dire qu'à faire, et ça ne se fait pas dans n'importe quel contexte, pas dans n'importe quel cadre. D'ailleurs, comme l'a très bien souligné Emeline, la neuropsychologue, nous avons besoin de nous sentir en sécurité. Avoir un cadre sécurisant sur le plan physique et émotionnel favorise l'accueil de nos ressentis. Il s'agit, dans la mesure du possible bien sûr, de trouver un environnement sécurisant, tant au niveau du lieu que des personnes qui nous entourent. Parfois c'est totalement envisageable, on peut contrôler les paramètres de l'environnement dans lequel on se trouve, de manière à le rendre aussi sécurisant que nécessaire. Et parfois c'est plus compliqué d'avoir la possibilité d'agir sur l'environnement. Donc heureusement, même si nous n'avons pas le contrôle sur ce qui se passe autour de nous, nous avons du pouvoir sur ce qui se passe en nous. Nous pouvons agir sur notre vécu intérieur, le faire évoluer. C'est parfois plus simple que d'autres, c'est vrai, car l'émotion peut être si intense que nous sommes pris dans la vague émotionnelle et nous ne sommes plus forcément en capacité à réfléchir à ce qui se passe. Il y a alors des trucs et astuces qu'on peut mettre en place immédiatement pour réduire l'intensité de l'émotion et même sa valence, c'est-à-dire son caractère plus ou moins désagréable. Dans la mesure où nous sommes des êtres tripartites,
Le corps, l'âme et l'esprit sont en constante interaction. Ça, on l'a déjà vu plusieurs fois dans le podcast. Et du coup, le vécu d'une émotion impacte ces 3 plans. Le plan corporel, le plan psycho-affectif et le plan spirituel. Donc, on peut utiliser des clés sur ces 3 plans pour faire redescendre l'intensité de l'émotion. On peut par exemple s'éloigner physiquement de l'environnement dans lequel l'émotion s'est déclenchée. En fonction des situations, on peut avoir besoin de s'isoler complètement, tout comme on peut juste avoir besoin de se mettre à l'écart, de faire un pas de côté, comme le suggérait Mina d'ailleurs, afin de signifier à notre cerveau une prise de recul. Prendre physiquement de la distance vis-à-vis de la situation, vis-à-vis du déclencheur de l'émotion, quelle qu'elle soit, contribue à faire redescendre l'intensité de cette émotion en détournant notre attention de la source de l'émotion et en nous éloignant des stimuli déclencheurs. Ensuite, il y a la possibilité de faire des exercices de respiration. C'est un moyen de signifier au corps que ça va, que la situation demeure sous contrôle. Vous pouvez inspirer calmement pendant 3 secondes, puis expirer tout aussi calmement pendant 6 secondes, ou inspirer sur 4 secondes et expirer pendant 8 secondes. Le but, c'est vraiment que la durée de l'expiration soit 2 fois plus longue que celle de l'inspiration. Autre astuce, il y a le fait de boire de l'eau. S'hydrater favorise aussi la redescente en intensité de l'émotion. Vous en avez peut-être déjà fait l'expérience, que vous soyez en colère, effondré en larmes parce que vous êtes profondément triste ou totalement apeuré. Boire un verre d'eau réduit le ressenti physiologique de l'émotion. Aller au contact de l'eau a ce même effet. Se rafraîchir les mains, le visage, la nuque, prendre une douche. Pas forcément froide mais tempérée. Tout cela favorise le retour au calme. Le bruit de l'eau et le son des vagues aussi, qu'ils soient en direct ou enregistrés, va renvoyer ce message apaisant. Aller au contact de la nature fait également énormément de bien. Il est scientifiquement prouvé que le vert est une couleur qui procure de l'apaisement, tout comme le fait d'admirer la beauté de la nature ou d'avoir les mains au contact de la terre. Une autre astuce, c'est de mettre le corps en activité. Marcher, courir, danser ou toute autre activité physique contribue à relâcher la charge émotionnelle sur le moment. Faire une activité artistique peut être tout aussi efficace. Chanter, faire de la musique, dessiner, peindre, sculpter, écrire, libre choix à vous. Enfin, une dernière astuce pour libérer de la charge émotionnelle de manière immédiate, du coup, c'est de parler à une personne de confiance, avec la possibilité de s'adresser à Dieu lorsque l'on est croyant. Ces astuces permettent de réguler l'émotion en diminuant l'intensité sans trop avoir à réfléchir. Pour que le signal d'alarme émotionnelle s'éteigne vraiment, il est nécessaire de s'intéresser aux besoins rattachés à l'émotion ressentie. Et comme nous l'a expliqué Emmeline, la neuropsychologue, ce n'est qu'une fois que le cortex préfrontal n'est plus en surcharge que nous sommes plus aptes à raisonner, à réfléchir. C'est alors qu'on peut se focaliser sur ce qu'il est nécessaire de mettre en place à court, moyen et long terme afin de combler le besoin exprimé par l'émotion. D'ailleurs, en parlant des besoins liés aux émotions, si vous êtes abonné à la newsletter, vous avez eu accès au tableau avec des exemples des différents besoins cachés derrière les émotions. Il est disponible dans l'espace abonné et si vous souhaitez vous abonner, justement, vous pouvez le faire par l'intermédiaire du lien qui se trouve dans la description de l'épisode. Alors, concernant les besoins rattachés aux émotions, par exemple, si nous vivons une situation qui provoque de la peur, le besoin qui se trouve derrière la peur est très souvent un besoin de sécurité. Que faire pour se procurer un sentiment de sécurité? Pour certaines personnes, le fait de s'envelopper dans un gilet, un manteau, une couverture, parfois même une couverture lestée. Vous savez, ce sont ces couvertures dont le poids est volontairement augmenté afin de favoriser cette sensation de sécurité, d'augmenter l'effet rassurant de l'enveloppement. Il y a aussi le fait de dire des affirmations rassurantes à haute voix, des affirmations qui viennent démonter les fausses croyances, sources de peur. Avoir la présence, le soutien physique et verbal de personnes de confiance, dont l'attitude et le discours sont réconfortants, contribue à apporter un sentiment de sécurité. Le fait d'envisager l'aide d'un ou d'une professionnelle peut aussi aider à trouver ou retrouver une sécurité intérieure. La thérapie permet d'identifier les déclencheurs de la peur. Elle permet aussi de soigner les blessures et les traumatismes qui maintiennent en hypervigilance, en état d'alerte. Et une fois de plus, si vous êtes croyant, votre foi peut contribuer à avancer dans cette quête de sécurité. Certains invités ont pu en témoigner d'ailleurs. Un autre exemple, c'est le besoin caché derrière la colère. C'est bien souvent un besoin de respect, de considération, de valorisation ou de limite. Là encore, il y a des clés applicables immédiatement
au moment où la colère se fait ressentir. Et une fois redescendue, on peut se poser la question de voir comment combler ce besoin. Voici quelques exemples de réponses qu'on peut apporter sur court, moyen et long terme. On peut parler de ce qui a suscité la colère à une personne de confiance. Ça peut aider à notamment évacuer la colère, mais surtout ça peut contribuer à trouver des solutions pour combler le besoin caché derrière cette colère. Si c'est un besoin de limite, par exemple, comment faire en sorte de les exprimer clairement ? Que faire pour qu'elles soient respectées ? Si c'est un besoin de considération, comment faire entendre votre voix afin qu'elle soit prise en compte ? La thérapie est aussi un moyen de répondre aux questions que je viens de poser. Pouvoir gagner en estime de soi, apprendre à exprimer ses limites, à faire en sorte qu'elles soient respectées, apprendre à faire entendre sa voix. Et une fois de plus, sur un plan spirituel, vous pouvez partager à Dieu ce que vous ressentez et trouver dans la relation avec lui une valorisation, une dignité, car après tout, en tant que créateur, n'est-il pas le mieux placé pour déterminer votre valeur ? Un dernier exemple pour la route. En écoutant une intervention du docteur Anita Phillips, j'ai entendu cette définition de la tristesse et des besoins que cette émotion peut cacher. Elle explique qu'on ressent de la tristesse quand on se sent déconnecté de ce qui compte pour nous, de ce qu'on aime, qu'il s'agisse d'une personne, d'un lieu, d'un animal ou d'un objet. Le besoin communiqué par la tristesse est donc un besoin de connexion. Alors, est-ce un besoin de connexion dans une relation familiale, une relation amicale, des relations professionnelles, dans la relation à Dieu, la relation à soi ? Est-ce un besoin de connexion à un lieu, à une culture ? Et comment souhaitez-vous combler ce besoin de connexion ? S'il s'agit d'un besoin de connexion dans le cadre d'une relation, on peut planifier, organiser un temps de détente, une sortie, une activité avec la personne avec laquelle on veut connecter ou avec les personnes avec lesquelles on voudrait connecter. Alors bien sûr, c'est possible lorsque la personne est en vie et si elle est elle aussi dans une démarche de connexion. Si c'est un besoin de connexion à une personne qui est décédée ou suite à la rupture d'un lien, qu'il soit familial, amical ou amoureux, là il s'agit plus d'un processus de deuil. Et c'est une approche différente dans la gestion des émotions car le processus consiste à en venir à accepter la déconnexion. Planifier et organiser un temps de détente, une sortie, une activité est tout aussi valable quand on veut se reconnecter à soi-même ou à Dieu. Il est nécessaire d'être intentionnel dans le fait de prendre du temps en bloquant des créneaux, que ce soit quelques minutes dans la journée, quelques heures dans la semaine, une journée dans le mois ou un week-end. Bref, libre choix à vous en fonction de vos besoins et de ce que vous vous sentez prêt à faire pour combler ce besoin. On prend du temps avec les autres, on prend du temps avec nos relations. Et c'est aussi fondamental de savoir prendre du temps pour soi si on veut entretenir des relations saines et équilibrées. Une autre clé, c'est d'être attentif à ce qui provoque la déconnexion et à ce qui nous permet de créer de la connexion, qu'elle soit physique, affective, intellectuelle ou spirituelle. Une fois de plus, la thérapie peut aider à mettre en lumière les mécanismes inconscients sources de déconnexion. Ça peut aussi permettre d'apprendre à se connaître, de manière à répondre à nos besoins de connexion d'une manière qui nous corresponde vraiment. Par exemple, il arrive parfois de croire qu'un rapprochement physique, qu'un moment d'intimité sexuelle suffit à combler un besoin de connexion. Or, en creusant, il est possible de découvrir qu'il s'agit d'un besoin plus profond, d'un vide à combler qui va au-delà d'une intimité physique. Comme vous avez pu le constater, pour chaque émotion vécue, ressentie, il y a tout un tas de possibilités pour les réguler et la démarche la plus adaptée reste celle d'être à l'écoute de vos besoins et de vos manières de les combler en fonction de qui vous êtes. Si vous êtes croyant et que vous vous demandez si c'est compatible avec votre foi que d'être autant à l'écoute de vos émotions, je vous encourage à écouter le 9e épisode de Questions de connexion, car Willem, leader spirituel, y explique, je cite, que la foi n'interdit nullement d'expliquer toutes nos émotions. Il ajoute que le problème n'est pas la présence des émotions qui nous traversent, mais la réponse que nous allons donner à ce que nous ressentons et à la manière dont nous allons interagir avec les personnes de notre entourage. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse écouter l'épisode en entier. En tout cas, gardons bien en tête qu'invalider, réprimer ou nier une émotion ne la fait pas disparaître. Elle rejaillit à la première occasion en formant ce qu'on appelle des émotions parasites. Ce sont des émotions inappropriées et disproportionnées dues à un trop-plein, à une surcharge liée au fait de ne pas avoir pris le temps d'évacuer ou de digérer les émotions au moment où elles se sont présentées. Du coup, une circonstance similaire réveille l'émotion passée qui vient s'ajouter à l'émotion présente. D'ailleurs, il peut arriver que l'émotion parasite vienne masquer
le ressenti lié à l'émotion présente. Par exemple, vous ne supportez pas qu'un de vos proches s'amuse à vous rabaisser durant les repas de famille, et c'est tout à fait normal de ne pas le supporter, ça c'est clair. Vous ressentez donc de la colère, une certaine forme de manque de respect, mais au lieu d'exprimer votre besoin de respect à ce proche et de trouver un moyen d'évacuer la colère, vous prenez sur vous et vous faites bonne figure parce que vous voulez éviter le conflit. Et puis un jour, au travail, un collègue vous dit, devant toute l'équipe, que vous avez fait une petite erreur. Vous avez profondément honte, pourtant ce n'est pas ce ressenti que vous allez exprimer. Contre toute attente, vous allez exploser de colère contre ce collègue en lui disant « Ça se fait pas de me dire ça devant tout le monde, tu cherches à m'humilier, à me rabaisser, tu te prends pour qui ?» Et là, vous ne vous reconnaissez pas, vous ne comprenez pas ce qui vient de se passer, ni les personnes qui vous entourent d'ailleurs. Comme vous avez pu le comprendre, c'est l'émotion parasite de la colère accumulée dans les repas de famille qui est ressortie. Sans cette émotion parasite, le ressenti qui aurait été exprimé, à savoir la honte, l'aurait été d'une manière plus diffuse, car il s'agit d'un événement isolé. Voilà pourquoi il est nécessaire de se poser et de reprendre le fil, voire même les fils de nos émotions, voir où ils nous mènent, afin de savoir à quel déclencheur l'émotion est raccordée dans le présent, mais aussi dans le passé. On peut alors voir à quel besoin l'émotion correspondait et se demander si ces besoins sont les mêmes dans le présent. Je tiens à préciser que même si on repère un lien avec le passé, il est important de ne pas banaliser ni mettre de côté ce qu'on peut ressentir dans le présent. Il est possible que des émotions présentes soient masquées ou que des besoins soient rattachés à la situation présente, pas uniquement au passé. Tout n'est pas forcément lié au passé, même si vous êtes conscient qu'il y a eu des traumatismes et des blessures. C'est donc important de tenir compte des deux dimensions temporelles dans la mesure du possible, bien sûr. C'est ce que Gabriel et Mina nous encourageaient à faire d'ailleurs en faisant la différence entre l'ici et maintenant par rapport à l'ailleurs et avant. Et les deux comptent, les deux ont de l'importance. Vous avez toute la liberté de faire cette démarche seule ou auprès d'une personne de confiance, une fois de plus, qu'il s'agisse d'un proche ou d'un professionnel. Alors là, vous avez donc plusieurs astuces, je dirais même tout un trousseau de clés, pour vous aider à réguler vos émotions dans des situations vécues. Toutefois, il peut arriver que des vagues émotionnelles soient suscitées non pas par des situations que nous vivons, mais par le fait de nous mettre en empathie avec d'autres personnes. Vous avez été nombreux à écouter et à apprécier le 14e numéro de l'émission Parlons Relations, Parlons Vrai, et voici donc un récapitulatif des tips partagés concernant la gestion de nos émotions quand nous sommes en empathie avec autrui, notamment si l'empathie amène une forme de contagion et que nous voulons réussir à différencier notre ressenti de celui de l'autre. Tout d'abord, la base, c'est d'apprendre à se connaître, découvrir ou redécouvrir comment on fonctionne, comment on se sent quand on est émotionnellement neutre, entre guillemets. Quand tout est ok et détendu dans l'ensemble de notre être. Ensuite, on peut se demander ce qu'il se passe en soi quand on ressent de la joie, de la colère, de la peur, etc. Si je peux me permettre d'ajouter une astuce du docteur Anita Phillips, une fois de plus, si vous voulez vraiment découvrir votre équilibre, votre neutralité émotionnelle, vous pouvez tenir un journal dans lequel vous notez comment vous vous sentez quand vous êtes justement détendu, neutre, reposé. Puis, vous notez ce qui provoque des variations. C'est-à-dire tout ce qui vous amène à sortir de cet état de neutralité et tout ce qui contribue à vous y ramener. En d'autres mots, vous notez ce qui génère des émotions intenses et tout ce qui vous permet de retrouver votre calme. Une autre clé pour réussir à réguler nos émotions quand nous nous mettons en empathie, c'est d'utiliser les éléments de l'environnement afin de prendre du recul en se replaçant dans le cadre qui est le nôtre. Si c'est un cadre professionnel, par exemple, ça implique une certaine distance émotionnelle. Et du coup, de se replacer dans cette fonction particulière aide à prendre de la distance, du recul. On peut aussi utiliser des éléments concrets de différenciation. Vous vous souvenez quand Gabriel proposait de trouver les 3 choses qui rappellent qu'on est différent de l'autre? Et ces 3 choses qui montrent qu'on est dans le présent et non dans le passé? Eh bien voilà, ce sont de précieuses astuces. Enfin, un moyen efficace de sortir de la vague émotionnelle ressentie par la personne avec laquelle on se met en empathie, c'est de poser des questions à l'autre, car en ayant des précisions sur ce que cette personne ressent et ce qui a provoqué ce ressenti, ça nous permet de réaliser qu'il ne s'agit pas de notre vécu de la situation, ni de notre propre ressenti, mais bien de ceux de l'autre. Alors bien sûr, tout ça n'est qu'un résumé des nombreuses idées et témoignages qui ont été partagés. Donc une fois de plus, je ne peux que vous encourager à écouter et réécouter les épisodes proposés, car les plus belles pépites
sont dans les témoignages des invités. D'ailleurs, vous aurez toute la liberté d'écouter et réécouter les épisodes dans les semaines à venir, parce que ça va être la pause hivernale de Relationnellement Vôtre. Je vous en dirai plus dans quelques instants, mais juste avant de s'arrêter, j'aimerais vous partager quelques éléments de prévention, des petites choses qu'on peut mettre en place au quotidien afin de limiter les grosses variations émotionnelles, de limiter les tsunamis émotionnels. Tout d'abord, il y a 3 facteurs qui vont être impliqués dans nos manières de réagir ou de répondre à notre environnement, et ces mêmes facteurs vont aussi affecter l'intensité des émotions ressenties. Il s'agit du sommeil, de l'hydratation et de l'alimentation. Quand nos besoins physiologiques ne sont pas comblés, il est plus difficile pour le corps de réguler nos émotions. En d'autres mots, une fois que nos besoins physiologiques primaires sont comblés, nous sommes plus à même d'écouter et de combler nos besoins émotionnels de manière adaptée. Je ne vous apprends rien en vous disant que la fatigue a un impact sur notre vécu des émotions, leur perception, leur expression et les réactions qui s'en suivent. Pas besoin d'illustration, je pense qu'on a tous eu des pétages de câbles quand on était fatigué. D'où l'importance de prendre en compte notre métabolisme et le nombre d'heures de sommeil dont nous avons besoin pour nous sentir un minimum reposés. Ensuite, bien s'hydrater a un impact bien plus important qu'on ne le pense sur la gestion de nos émotions. Le corps étant composé à 70% d'eau, s'hydrater est indispensable, ça c'est sûr. Mais saviez-vous que l'hydratation réduit l'anxiété, le stress, qu'elle améliore l'humeur, le sommeil et qu'elle réduit la fatigue ? D'ailleurs, avez-vous déjà essayé de boire un grand verre d'eau quand vous avez un coup de barre ? Je sais pas pour vous, mais pour moi ça fonctionne, ça redonne du peps. Ensuite, l'alimentation compte aussi. C'est scientifiquement prouvé, il existe un lien étroit entre notre alimentation et nos émotions. Certes, nos émotions affectent notre manière de nous alimenter. Quand on se sent pas forcément bien, on n'a pas d'appétit, au contraire, on va avoir plus d'appétit. Vous avez déjà sûrement entendu parler de l'expression « manger ses émotions ». Mais là, il s'agit surtout de la réciproque qui est que notre alimentation va avoir un impact sur nos émotions. En fait, notre système nerveux entérique plus précisément, celui qui se trouve dans notre tube digestif, est relié à notre cerveau par le nerf vague, ce nerf central qui traverse tout le corps. Or, 95% de la sérotonine présente dans notre corps est sécrétée par le système nerveux entérique, plus précisément au niveau de nos intestins. Et cette sérotonine est ensuite communiquée à notre cerveau par le nerf vague. La sérotonine, ce neurotransmetteur autrement appelé l'hormone du bonheur, permet notamment de réguler l'humeur, l'alternance veille-sommeil, l'appétit, la perception de la douleur, la température du corps, la libido, la vigilance, mais aussi elle a un effet sur la motivation et la prise de décision. Rien que ça. Donc vous imaginez bien qu'une alimentation déséquilibrée va avoir un impact sur la production de sérotonine et donc peut affecter la régulation de tout ce que je viens de vous citer et notamment l'humeur. Si vous cherchez des boosters de sérotonine, il y en a dans les aliments tels que les noix, à savoir les amandes, les cacahuètes, les noix de cajou, les cernes de noix et autres noix. Il y en a aussi dans l'avoine, le thé vert, les baies et bien d'autres aliments. Mais sachez surtout que la spiritualité, l'activité physique, les relations sont aussi d'excellents boosters sérotoninergiques. Et contre toute attente, le sourire fait également partie de ces boosters. D'ailleurs, vous en saurez plus si vous êtes abonné à la newsletter de Relationnellement Vôtre, car la newsletter de la semaine vous propose une vidéo bonus avec 2 techniques pour réguler vos émotions, dont l'une explique en quoi sourire peut aider à réguler ces émotions. Enfin, un autre élément de prévention, c'est d'être intentionnel dans le fait de prévoir des temps pour faire le point, tout simplement, sur ce qui se passe en nous, sur nos émotions, les besoins qu'elles expriment. Parfois, on se met comme en apnée en prenant sur soi, en retenant nos besoins afin de répondre aux attentes des autres, d'éviter des conflits, ou sinon parce qu'on veut absolument atteindre certains objectifs avant de se poser, sortir d'une situation complexe. Pourtant, qu'est-ce qui nous oblige à aller jusqu'au point de rupture, à aller jusqu'à cette saturation pour enfin s'arrêter, se poser, s'écouter ? Qui a dit qu'il fallait choisir entre vivre, respirer avec toutes les émotions qui font notre humanité et le reste ? Ignorer un signal d'alarme dans une maison est plus coûteux en énergie que s'arrêter un instant pour aller l'éteindre, n'est-ce pas ? Donc il ne s'agit pas de nous appesantir sur nos émotions et les besoins qu'elles expriment, il s'agit plutôt de leur accorder le temps nécessaire afin d'être d'autant plus disponibles pour nous occuper du reste de la maison, des autres domaines de notre vie.
Je vous laisse sur ce point de réflexion. Voilà, ce 59e épisode du podcast est terminé. Il y a encore beaucoup à dire sur les émotions et l'empathie, mais on aura probablement l'occasion d'y revenir, c'est pourquoi on va pouvoir s'arrêter là pour le moment. Bien que ce soit le début d'année, ce 59e épisode vient boucler la saison, car comme je vous le disais il y a quelques instants, Relationnellement Vôtre fait une petite pause hivernale. Nous nous retrouverons donc mi-février pour les 2 ans de Relationnellement Vôtre avec quelques nouveautés et une surprise pour fêter ça. D'ici là, vous avez toute la liberté d'écouter, réécouter à volonté les contenus proposés, d'envoyer vos témoignages et vos questions à l'adresse mail relationnellementvôtre@gmail.com. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à nouveau un très bon début d'année et à vous dire à très bientôt. Relationnellement Vôtre.